Bonjour à tous. Je crois que ça y est, l'événement est lancé. On est ravis aujourd'hui de vous accueillir avec Vincent de Bonjour à Freelance tous. pour vous parler de comment construire une marque personnelle solide en tant que freelance. Juste mettez-nous un petit message dans le chat pour s'assurer que vous voyez bien l'écran, que vous nous entendez. On a eu des petits soucis techniques il y a 2 minutes. On est ravis d'être avec vous ce midi. Nickel. Merci. Bonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est peut-être de se prendre 1 ou 2 minutes pour le temps que les retardataires arrivent et se connectent. Ensuite, on pourra attaquer. Ce que je vous propose, c'est qu'il y aura une partie en bas à droite de votre écran, il y a une petite bulle avec marqué chat. C'est pour interagir et laisser vos commentaires et réagir à ce qu'on va vous dire. Et dans la partie questions, comme son nom l'indique, laissez-nous toutes vos questions et puis on pourra ensuite les upvoter et les faire apparaître à l'écran et y répondre en direct. L'idée de ce webinaire, c'est que ce soit le plus interactif possible, qu'on puisse répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, on est là ensemble, on a 45 minutes, un peu plus pour ceux qui le voudront, mais en tout cas, on s'est bloqué 45 minutes pour répondre à toutes vos questions. Ça marche. Et ensuite, vous verrez peut-être apparaître 2-3 sondages au cours du webinaire pour nous permettre d'ajuster un peu nos propos et de vous proposer du contenu toujours plus pertinent. Midi 2, je vous propose qu'on attaque et donc je vais vous présenter le sommaire et puis ensuite on fera une rapide présentation. L'idée aujourd'hui d'accueillir Freelance République pour ce webinaire, l'idée c'est de d'abord se présenter, ensuite d'expliquer quelles sont les clés pour construire une marque personnelle solide. Et ensuite, on vous fera une véritable session de questions-réponses interactives. Et là, vraiment, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Et Vincent sera là pour y répondre avec son expertise sur le sujet. Peut-être que Vincent, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, bonjour à tous. À nouveau, merci pour l'introduction, Benjamin. Alors moi, je suis Vincent, effectivement, un des 3 cofondateurs de la plateforme Freelance République, une plateforme qui est née il y a une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années aujourd'hui, et qui a vocation à mettre en relation sa communauté de freelance tech. Donc, nous n'intervenons que dans les métiers de l'informatique, avec notre réseau de clients. On le fait exclusivement dans le cadre de missions longue durée. Et c'est dans ce cadre-là que le thème d'aujourd'hui prend tout son sens. Effectivement, quand on a l'objectif de s'investir dans des missions essentiellement long terme, construire une marque personnelle solide, évidemment, ça a énormément d'importance. Voilà, je suis content de partager ma vision sur la façon dont nous, Freelance République, on envisage la collaboration avec notre communauté de freelance et comment on la construit. Et effectivement, ce qu'on considère être un profil solide. On en parlera un petit peu après. Donc, Freelance République, en quelques chiffres, c'est une présence. Je le fais maintenant, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je dis rapidement qui on est. J'ai dit comment on travaillait ou sur quoi on travaillait. C'est à peu près 50 000 freelances inscrits sur la plateforme, mais ce qui compte surtout, c'est les 10 000 que l'on connaît, qu'on anime au quotidien, qu'on a présélectionnés dans notre réseau parce qu'ils correspondent au profil que recherchent nos clients, à savoir effectivement des freelances qui interviennent exclusivement ou essentiellement sur des missions long terme dans tous les métiers de l'informatique. On est présent alors à travers notre communauté partout en France évidemment, et nous physiquement de plus en plus aux 4 coins de la France également, à Paris, dans le sud, à Nice, à Montpellier, à Toulouse, à Lille, bientôt à Lyon et à Nantes. On a à peu près 350 freelances en mission aujourd'hui, pour des missions qui durent en moyenne autour de 18 mois. Donc voilà pour Freelance République en quelques mots. Je te laisse Benjamin prendre le relais pour nous présenter Indy. Super. Écoute, merci beaucoup Vincent pour cette présentation. Je vous ai fait passer un petit sondage pour savoir ceux qui connaissent ou pas Freelance République. N'hésitez pas
à nous laisser l'information. Ça nous permettra de mieux vous connaître. Et moi, j'ajoute juste une chose, Benjamin, parce que j'insiste sur ce que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, ces webinaires sont intéressants s'il y a beaucoup d'interactions et il n'y a pas de mauvaises questions. Et à la limite, même les questions les plus, celles qui peuvent sembler les plus dérangeantes sont les plus intéressantes souvent. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. On sera ravis d'y répondre. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Et du coup, moi, je suis partnership manager chez Indie et donc je m'occupe des partenariats stratégiques et de comment diffuser Indie au plus grand nombre de personnes. Et donc, Indie, pour ceux qui ne connaissent pas, Indie s'est donné la mission de simplifier la vie des indépendants en rendant leur comptabilité et leur démarche administrative intuitive, rapide et ludique. Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on couvre comme scope chez Indie? On va de la création d'entreprise. Et donc, ça, on peut vous faire gratuitement chez Indie. Il faudra payer, bien sûr, les frais administratifs des greffes, mais la création d'entreprise et l'accompagnement est gratuit avec Indie. La comptabilité et la gestion, c'est pareil. C'est un module qui est entièrement gratuit. Le module de devis et de facturation est gratuit. Et du coup, la seule brique de Indie qui est payante, c'est la partie déclaration et bilan. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir faire votre déclaration 2035, vos déclarations sociales, TVA, DFSU, DAS2, etc. Et donc, tout est automatisé et télétransmis depuis Indie à l'administration fiscale. Juste pour que vous sachiez qui on est, aujourd'hui on est 250 personnes à travailler chez Indie, essentiellement à Lyon, mais aussi à Paris. Donc c'est le cas pour moi, je fais partie de la petite équipe parisienne. Et on a plus d'un tiers de notre effectif qui est au service client et ça nous permet d'avoir une super note sur les stores de 4,8 sur 5. Et on compte aujourd'hui un peu plus de 80 000 utilisateurs et donc on couvre tout un tas de régimes fiscaux, du régime micro-entrepreneur en passant par le BNC, des sociétés à l'IS, les SCI et les SCM. Tout ça, c'est couvert aujourd'hui par Indie. Et du coup, Indie, ça propose différents tarifs d'abonnement. Ça démarre à 0 € par mois et jusqu'à 49 € pour les sociétés. Et donc, l'avantage d'Indie, c'est qu'on est beaucoup plus rapide qu'un logiciel traditionnel. On a un service client qui est aux petits soins. Et grâce à Indie, vous allez pouvoir vous passer de votre expert comptable et aussi de votre banque pour ceux qui le souhaitent, puisqu'on a un service de compte pro, je ne l'ai pas mis la slide, mais un service de compte pro gratuit. Vous n'êtes pas obligé d'être adhérent à Indie Premium. Vous pouvez bénéficier d'un service bancaire, d'un compte pro gratuit avec virement, carte bleue, etc. Et donc, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de passer la main à Vincent et qui va vous expliquer d'abord pourquoi et ensuite comment se démarquer en tant que freelance dans cette, ce qu'on peut parfois appeler la jungle. Voilà Vincent, je te laisse la main. Merci pour le relais. Encore une fois, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, on parle de quoi alors, attendez, parce que là, j'ai des trucs qui s'affichent à mon écran. Ah oui, non, c'est le sondage qui s'affiche sur mon écran. Donc, une marque personnelle solide. Comment se construire ça? Je vais parler finalement de ce dont je parle assez systématiquement à chaque fois qu'on me fait intervenir sur des sujets qui se rapprochent plus ou moins de ça. Je vais beaucoup parler de vous finalement et de l'image qu'on se construit dans la durée en tant que freelance, en tant qu'auto-entrepreneur. Alors déjà, pourquoi se démarquer sur le marché? Effectivement, c'est pas que c'est une jungle, mais on est sur un marché qui est extrêmement dense, qui est très très porteur. Il y a une demande qui est folle. On peut le dire encore aujourd'hui, même si le marché s'est un petit peu calmé depuis un an. Le marché de la prestation informatique, c'est toujours un marché pénurique. Il y a toujours plus d'offres, de besoins, en tous les cas, que de ressources disponibles pour les assumer. Donc évidemment, ça fait le jeu des freelances, de tous ceux qui se lancent dans le freelancing. Et les freelances pesant de plus en plus lourds dans la communauté des prestataires informatiques, évidemment, ça les rend de plus en plus incontournables. Donc la bonne nouvelle déjà, c'est que vous êtes au bon endroit, vous avez bien fait de devenir freelance. Voilà, c'est extrêmement porteur, on a besoin de vous, on a besoin de nous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, énormément d'intermédiaires aussi pour organiser la mise en relation. Et ce qui va être extrêmement important
pour obtenir les bonnes missions et dans les conditions que l'on souhaite, eh bien, c'est de s'organiser de manière à bien s'entourer et ensuite à construire dans la durée un parcours qui a du sens. Donc, pourquoi se démarquer? Évidemment, pour décrocher de belles missions, dans l'absolu. En général, on veut obtenir les plus belles missions et puis au TJM qui nous convient bien. L'aspect financier est important. Alors, je dis dans la durée, parce que de notre point de vue, en tous les cas, nous, Freelance République, nous travaillons peu sur des missions long terme. Donc, je pars de ce postulat-là, c'est qu'il s'agit de trouver des missions long terme avec un bon TJM et sur des sujets qui nous intéressent, et le tout dans un cadre sécurisé, maîtrisé. Pour cela, évidemment, il faut être capable de faire valoir son expertise métier, technique. Donc le point de départ, et d'ailleurs je m'aperçois que c'est même pas écrit sur ce slide, c'est effectivement de bien choisir ces missions. Il faut choisir des missions qui ont vraiment du sens pour vous et qui ressemblent à celles dans lesquelles vous avez vraiment envie de vous investir. Sinon, ça part très mal. Le point de départ, c'est déjà de choisir les jobs dans lesquels vous allez volontiers vous engager, délivrer évidemment du bon boulot, parce que le job vous motive, parce que les conditions dans lesquelles vous l'avez décroché vous motivent également. Donc la base, c'est de bien choisir ces missions. C'est évidemment de se construire un réseau de collègues, de clients, qui vont constituer autant de références et donc de recommandations pour la suite de votre parcours. Et puis, tout ça, ça implique évidemment de travailler sur soi-même et donc des qualités relationnelles et de communication qui souvent font la différence, quoi. Nous, aujourd'hui, on le voit chez Freelance République, je pense que c'est vrai partout. S'agissant de missions long terme où l'intégration du candidat au sein des équipes est évidemment ultra importante, et les soft skills sont devenus aussi importantes que les compétences techniques au métier, quoi. On recrute plus seulement quelqu'un qui a une vraie expertise, qui connaît tel ou tel sujet, tel ou tel outil, tel ou tel métier. On recrute aussi une perso. Donc, le relationnel, les qualités de communication sont devenues super, super importantes. Et Vincent, moi je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que ça arrive parfois qu'un freelance accepte une mission parce qu'en fait il faut bien bosser et on n'a pas trop le choix, il faut faire rentrer des sous. Et finalement derrière, on se rend compte que la boîte nous plaît, qu'il y a des choses qu'on n'avait pas forcément vues lors des premiers échanges avec nos interlocuteurs et qu'en fait, d'une mission qui s'annonçait finalement peu excitante, on arrive à une mission top, quoi. Et est-ce que tu as des clés pour identifier ces entreprises-là ou ces missions-là? Ça c'est difficile, mais évidemment que ça arrive. En fait, tout arrive finalement. L'inverse aussi. Mais c'est vrai que on peut parfois, et ça c'est quelque chose qu'il faut bien gérer parce qu'on peut être tenté parfois de prendre une mission ou de saisir une opportunité, une mission qui paye super bien, un gros TJM, on vous propose la lune parce que vous avez une compétence en particulier, dont l'entreprise a besoin. Vous n'en avez pas du tout envie, ça vous intéresse pas, l'organisation de l'équipe vous intéresse pas, la boîte vous intéresse pas, donc en gros vous savez que vous le prenez uniquement pour, par exemple, des raisons financières. Moi, perso, mon conseil, c'est, on va dire, ça peut se faire de temps en temps, mais c'est le moins possible de céder à ces sirènes-là. Parce que ça, c'est ce qui finalement conduit à construire un parcours qui n'est pas forcément cohérent, ou en tout cas qui ne donne pas confiance. C'est-à-dire un parcours qui est pour un client qui cherche des freelances engagés, qui ont montré dans leur parcours leur capacité à rester durablement sur un projet ou dans une équipe ou dans l'entreprise. Si on voit dans le CV qu'il y a des sauts de puce de 3 mois ou de 6 mois à droite à gauche pendant 5 ans, déjà c'est par principe des profils qu'on va écarter. Attention, il y a des freelances qui souhaitent construire leur parcours différemment, qui préfèrent les missions courte durée,
qui préfèrent avoir éventuellement plusieurs clients en même temps. Je veux dire, ça se conçoit complètement. C'est un autre marché. Mais voilà, c'est pas celui que nous, Freelance République, on adresse. Et donc moi, quand je donne ces conseils-là ou des conseils, c'est plutôt dans une optique mission plein temps et long terme. Je précise ça. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, ou c'est juste différent. Et donc évidemment, parfois on a des bonnes surprises. On va prendre une mission et puis on s'aperçoit quand on arrive chez le client qu'à la fois l'équipe est top, qu'on va apprendre beaucoup, ce qu'on n'avait pas forcément imaginé. Bon, souvent quand même aujourd'hui, les process de recrutement sont assez denses, sont assez longs, il y a plusieurs entretiens. En général, on sait quand même où on met les pieds, quoi. Et ok, je comprends bien ton point. Et vous, avec Freelance République, vous avez accompagné beaucoup de freelance. Et imaginons, je suis freelance, j'ai une entreprise avec laquelle ça matche bien, ils sont en recherche de mon expertise. Moi, je suis moyen emballé. Il y a 2-3 signaux qui me font dire que bof, quoi. Est-ce que ça peut tenir si je me dis, bon, allez, en fait, au moment d'annoncer mon TJM, je fais plus 30% ou plus 50%, et comme ça, je sais que tous les matins, quand je vais bosser pour eux, même si c'est sur du long terme, est-ce que cet engagement financier, vous avez vu que vous, de votre côté, un freelance qui rajoute un petit peu sur la facture, est-ce que c'est suffisant comme, pour tenir dans la durée, pour rester motivé et faire du bon boulot Alors, je vais encore dire très, très directement ce que je pense, mais là pour ça. Moi, je pense que quand on fait ça, on a tout faux sur toute la ligne. À la fois parce que ça veut dire qu'on prend une mauvaise décision, ça veut dire qu'on s'engage, je pense, sur un projet ou sur une mission pour une raison qui n'est pas forcément la meilleure. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les rémunérations, c'est juste que c'est pas l'alpha et l'oméga d'une mission qui donne du sens à son parcours. Et puis enfin, surtout, ça donne une très mauvaise image de soi-même. Parce que quand ça arrive, ça veut dire que ça implique des renégos derrière, des discussions, un TJM qui change, une nouvelle donne, et qui peut éventuellement faire passer le freelance pour un mercenaire. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui sur le marché. Encore une fois, pour moi, un des enjeux majeurs que je rabâche dès que j'en ai l'occasion, un des enjeux majeurs de l'écosystème freelance, c'est encore une fois, on est sur un marché qui est extrêmement porteur et on a un tapis rouge devant nous, mais un des enjeux majeurs, ce serait de trop avoir ça en tête et d'imaginer que tout est acquis, et ce serait d'oublier que le plus important, c'est d'inspirer la confiance, de montrer qu'on sait qu'on a beau être indépendant, qu'on a beau notamment l'avoir été, être devenu indep pour choisir sur quelle mission on va bosser, quand on va bosser dessus, combien de temps, et enfin, en gros pour être maître un peu de son destin, quoi, et des missions sur lesquelles on s'investit. Mais en revanche, on n'est pas les francs-tireurs, on n'est pas les mercenaires, on sait s'engager sur ces projets, on sait s'engager au sein d'une équipe, on sait montrer qu'on est fiable et qu'on peut inspirer la confiance. Et ça, je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Ok, merci Vincent. Et on a une première question qui nous vient d'Amel qui nous demande en fait quel est l'état actuel du marché pour les freelances full remote et quel est votre avis sur cette catégorie d'indépendants. Si tu veux, je te laisse en dire un mot et puis ensuite, moi je donnerai mon avis et puis je vous expliquerai un peu où est-ce qu'on en est avec Indy aussi. Alors je ne sais pas si c'est c'est peut-être une catégorie d'indépendants. Ce qui est sûr, c'est que le remote, c'est vraiment, on va dire, démocratisé énormément avec le Covid il y a 3 ans. On était très en retard en France sur le sujet. Avant le Covid, le remote, on parlait, les freelances ont demandé, mais on demandait sans forcément s'accrocher à ça parce que c'était vraiment très peu répandu en France. Bon, évidemment, le Covid a changé totalement la donne. Il est maintenant presque totalement intégré dans tout type d'entreprise en France, mais intégré partiellement. Il y en a beaucoup qui intègrent une bonne part de remote, mais avec une petite part de présentiel quand même, à droite à gauche, 1 jour par semaine, 2 jours tous les 15 jours, 2 ou 3 jours par semaine, enfin c'est très variable. Donc on est plutôt globalement dans cette dynamique-là, d'un remote, d'un système hybride présentiel à remote. Pour les freelances qui interviennent en full remote, le marché effectivement est un peu plus resserré
parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises, je le reconnais, même chez nous, chez Freelance République, nous sommes attachés, je l'assume, on est attaché à une part de présentiel, pour plein de raisons, dont certains disent sur les réseaux que c'est bullshit, que ça sert à rien, la cohésion d'équipe, etc. Donc, bref, nous, on considère qu'on collabore mieux quand on se voit de temps en temps, quand on se connaît, quand on partage des moments ensemble. Bon, bref, ça, on y croit, on n'y croit pas. Mais il se trouve que c'est ce que pensent beaucoup d'entreprises aujourd'hui en France, et c'est vrai que c'est pour ça que le full remote, c'est quand même beaucoup répandu, mais je pense que c'est encore largement minoritaire en France. Donc c'est vrai que on trouve des missions, mais ça resserre énormément le scope pour ceux qui effectivement décident de s'éloigner des grands pôles économiques et qui veulent travailler 100% à distance sans jamais se déplacer. Déjà, quand on est OK pour se déplacer sur site une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, là déjà le scope s'agrandit énormément. Il y a beaucoup de boîtes qui font ça. Quand on veut vraiment, quand la philosophie c'est moi c'est full remote ou rien, c'est sûr que c'est plus compliqué. Et je rebondis sur une dernière chose. On voit sur les réseaux sociaux des freelances, je pense aussi d'ailleurs, qui expliquent, qui parfois même font de la formation et qui expliquent comment obtenir ceci ou cela, un super TJM, du 100% remote. Bon, c'est sûr que ça peut peut-être parfois aider de bien négocier son bout de gras. On parvient rarement à obtenir quelque chose qui va à l'encontre d'une politique d'entreprise. Donc, ça, c'est ce que je pense. Ok, super clair. Mais nous, là-dessus, effectivement, côté indie, on sent qu'il y a un vrai boom de l'activité d'indépendants en France en ce moment. Et voilà, sur ces 18-24 derniers mois, il y en a de plus en plus qui arrivent sur le marché. Et voilà. Et nous, de notre côté, chez Indie, on a beaucoup de freelances qui travaillent avec nous, pour nous. Alors, on en a une partie qui parfois est en présentiel, mais sinon la majorité d'entre eux sont en full remote, voire, enfin, des fois on les voit une fois par mois, mais la plupart d'entre eux sont quand même en full remote. Et en fait, la relation de confiance, elle s'est installée dans le temps, et du coup, c'est ce qui fait que quand on sait qu'on a une mission ponctuelle sur un besoin bien particulier, et ben en fait, oui, quand c'est voilà, ben, on fait appel à eux sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et si 6 mois après on a à nouveau besoin d'eux, en fait, on sait qu'on peut leur faire confiance. Donc nous, c'est un moyen aussi de voilà de travailler qu'on a appliqué aussi en interne, puisque en interne on a aussi une partie de nos équipes salariées en CDI qui est en full remote. Et donc ça marche bien aussi. Je pense que c'est aussi en lien avec la culture d'entreprise du client et Bien sûr, bien sûr. On fait aussi bosser des freelances en full remote. Mais après, ce que tu décris comme mode de fonctionnement, Benjamin, et effectivement, c'est très vrai dans ces cas-là, c'est quand il s'agit de subvenir à des besoins ponctuels, la question du présentiel se pose moins. Effectivement, s'il s'agit d'intervenir quelques semaines ou 1, 2, 3 mois sur un besoin précis, c'est vrai que la question du présentiel dans les équipes se pose moins. Je pense que c'est plus le cas lorsqu'il s'agit d'intégrer, et encore une fois, ça dépend des boîtes, hein, il y en a plein qui ont complètement intégré le full remote, mais beaucoup de grands comptes ou de grosses PME qui intègrent des freelances comme ils intégreraient des salariés finalement, hein, pour des durées, en général, ils ont dans leur esprit, c'est pour 2 ou 3 ans. Là, en revanche, en général, d'une manière générale, la part de présentiel est un petit peu plus importante et il est difficile d'y déroger. Et du coup, une fois qu'on s'est dit ça, un marché qui est en plein boom, avec des modes de travail qui sont en train d'évoluer, comment, en tant que freelance aujourd'hui, on peut sortir un peu la tête de l'eau, se démarquer par rapport à tout ça et du coup avoir la chance de pouvoir choisir ses missions, parce qu'on a vu que certains, j'ai fait passer un petit sondage et certains disaient, en fait, oui, ça m'a accepté d'arriver des missions pas forcément très excitantes, mais parce qu'à un moment donné, il faut bien faire rentrer un peu de chiffre d'affaires. Donc, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner à tous les freelances qui nous écoutent? Oui, bien sûr. La base,
C'est effectivement de savoir mettre en avant son profil, évidemment sur les réseaux professionnels. Et puis on parle des plateformes de freelancing. Moi, je dirais au-delà de ça, et c'est ce qu'on dit en dessous, qu'il faut choisir ses partenaires. C'est-à-dire qu'il y a plein de plateformes. Évidemment, il faut être présent sur les réseaux professionnels classiques. Il y a pas mal de plateformes de freelancing. Il y a plein de SN qui vont vous solliciter aussi pour vous proposer des missions. Tout est bon à prendre du moment que ce sont des partenaires de confiance que vous avez choisis et dont vous savez que ils savent qui vous êtes, qu'ils ont compris ce que vous cherchiez comme projet, comme mission, comme type de client, et qu'ils ne vous inondent pas de sujets qui n'ont rien à voir avec ni votre parcours, ni ce que vous avez envie de faire. Donc, le choix des partenaires est super important. Évidemment, mettez Freelance République dans la boucle, si on est aligné sur le type de mission effectivement que vous cherchez, mais pas que. Les freelances n'ont pas vocation à être exclusifs, à ne travailler qu'avec un partenaire. Par contre, effectivement, vous avez tout intérêt à identifier quelques partenaires, pas trop, visez plutôt la qualité, mais quelques partenaires qui ont bien compris qui vous étiez, ce que vous cherchiez, et qui vont vous proposer le moment voulu de belles missions. Voilà. Et mon conseil, pour revenir à ce que tu disais juste avant, Benjamin, c'est effectivement d'éviter, par rapport au sondage qui a été publié avant, d'éviter autant que possible de saisir les opportunités ou en tout cas de vous mettre en position de ne pas être obligé de prendre des missions que vous n'auriez pas envie de prendre, parce que ces missions-là, finalement, vous allez les prendre soit parce que le TJM vous convient, soit parce que ça fait 2 semaines que vous cherchez, vous n'avez pas trouvé. Mais plus on fait ça, plus en général on se met en position de prendre une mission qu'on va quitter à la première occasion, et justement, malheureusement, de construire un parcours et un CV qui a un peu moins de gueule, quoi. Donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment de construire un CV, de construire un parcours et un CV solide, fait de missions qui nous ressemblent vraiment, qui donnent du sens globalement à notre parcours, dans lequel, quand on va le lire, on va comprendre la logique, ou en tous les cas voir que, s'agissant d'un freelance, effectivement, dans lequel on peut avoir confiance parce qu'il a montré sa capacité à s'engager durablement chez les 2, 3, 4, 5 clients chez qui il est passé. Voilà, donc ça a du sens. Ça, je veux dire, ça a beaucoup d'importance. Évidemment, soigner son réseau. À chaque fois qu'on passe chez un client, quand on interagit avec donc ses partenaires, évidemment, ses collègues, eh bien, soigner son réseau, c'est central. Tout ça, c'est des gens, on est dans un petit monde. Quand on intervient dans un domaine, souvent, il peut arriver qu'on retrouve les mêmes personnes, en tous les cas que les gens avec qui on bosse connaissent d'autres personnes qui en connaissent encore d'autres. Enfin, voilà, on vit dans une toile très interconnectée. Donc, il faut soigner son réseau. Et c'est ça, encore une fois, qui permet de construire un profil solide qui donne envie. Vincent, oui. J'allais dire, si je résume un peu du coup là, ce que tu viens de nous dire, c'est que ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui le freelancing c'est un nouveau mode de travail et que c'est pas pour autant qu'il faut du coup être un mercenaire et aller là où ça paye le plus sur des missions de courte durée, mais qu'en fait derrière les entreprises elles recherchent des gens qui sont véritablement un peu à l'image des salariés, sauf que c'est un autre mode de travail et qui sont capables de sérieux, d'engagement, de qualité. Et en fait, il faut avoir en tête que il faut soigner son CV. Je trouve que c'est bien dit, en fait. Exactement. C'est ce qu'on dit en dernier lieu, soigner son image et sa réputation. En fait, il faut se dire que les a priori, on la vie dure. Hein, donc, effectivement, aujourd'hui, si vous écoutez certains clients qui résistent encore quand ils recrutent des prestataires qui résistent au freelancing, c'est ceux qui vont vous dire que les freelances sont des francs-tireurs, sont des mercenaires, sont pas fiables, peuvent vous lâcher du jour au lendemain pour 10 euros de TJM ailleurs. Les freelances sont ni plus ni moins fiables que les autres. Mais le fait est que comme c'est un nouveau mode de travail, effectivement, il suffit, c'est toujours pareil, hein, quel que soit le sujet, il en suffit de quelques-uns qui donnent une mauvaise impression à un client pour que ça rejaillisse sur l'ensemble de la communauté. Donc moi, ce que je dis, c'est que ce qu'il faut faire rentrer dans la tête de toutes les entreprises qui recrutent des prestataires, il faut leur faire rentrer dans la tête
que les freelances savent aussi, quand bien même ils veulent pouvoir choisir leur mission et leurs clients, les équipes dans lesquelles ils vont s'engager, eh bien, une fois qu'ils l'ont fait, ce sont des gens qui sont tout aussi fiables, honnêtes, engagés dans ce qu'ils font, engagés au sein d'une équipe, engagés dans l'entreprise, engagés sur le projet, et qui doivent donc inspirer la confiance. Ça, c'est vraiment super, super important. Et du coup, avant que tu nous en dises un peu plus sur comment on va pouvoir étendre notre réseau et saisir du coup les meilleures opportunités lors de notre parcours, on avait une question dans le chat de Amel qui nous demande Voilà. est-ce que Freelance République met plus en avant les profils régulièrement actualisés ou est-ce qu'en fait vous faites pas forcément de distinction entre vos membres? En fait, on te demande un peu d'expliquer plus en détail le fonctionnement de Freelance République. Ouais. Alors non, Amel, on ne fait pas de distinction sur ces critères-là. Alors déjà, je le dis, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais Freelance République, bon, vous avez compris qu'on était une plateforme sélective, très sélective, mais sélective dans le sens, c'est nous qui organisons l'entrée en relation entre freelance et entreprise. Donc la plateforme finalement est fermée. Les freelances qui s'inscrivent chez nous n'ont pas accès à une job board. Les clients qui s'inscrivent chez nous et qui partagent des missions avec nous n'ont pas accès à la communauté de freelance pour chercher par eux-mêmes. Nous, on s'attache à animer notre réseau de clients, à le développer et à comprendre leurs besoins, à savoir qui ils sont et à comprendre leurs besoins. Et on passe énormément de temps avec notre équipe de Talent Advocate à animer la communauté de freelance, à les réunir régulièrement, à les appeler au jour le jour, en permanence, pour mettre à jour effectivement leur profil. Évidemment que la mise à jour des profils est un enjeu énorme pour nous, et surtout la mise à jour de la disponibilité de tous les freelances de la communauté. Donc ça, c'est un enjeu important. Et ça, c'est notre équipe de Talent Advocate qui le fait, qui s'attache à bien connaître chacun des freelances que nous avons qualifiés, donc les 10 000 parmi les 45, 50 000 inscrits. Il s'attache à bien animer et à connaître cette communauté. Et donc, à chaque fois qu'on a une mission à pourvoir, on fait vraiment un travail de recherche sur mesure. On a une plateforme technique qui nous aide à gagner beaucoup de temps, qui nous aide à aller plus vite dans le partage des missions auprès de la communauté qui a priori est compétente pour assumer le job. Mais une fois que ce premier filtre est fait par notre plateforme technique, et que les freelances ont éventuellement répondu qu'ils étaient intéressés, disponibles et intéressés pour parler d'un job, là, notre équipe prend le relais et va vraiment parler en tête à tête avec chacun des freelances intéressés pour voir avec eux, pour choisir les 2, maximum 3 freelances qui collent le mieux à la mission. Donc ça, c'est important pour les freelances, c'est important pour vous. Quand vous candidatez chez Freelance République, quand on vous contacte pour vous proposer un job, vous n'êtes pas un candidat parmi 50 autres proposés à un client. On ne propose jamais plus de 3 candidats à un client pour répondre à son besoin. Ça, c'est notre travail de présélection. Ce que l'on veut, c'est que ça matche vraiment, c'est que le job corresponde à ce que vous savez faire, à ce que vous voulez faire, et que ça colle également avec ce que cherche le client. Donc, quand on vous dit, voilà, je t'ai positionné sur telle mission pour tel client, ben vous savez que on vous a positionné soit seul, soit dans le pire des cas avec 2 autres candidats. On n'en propose jamais plus de 3. Ok, très clair. J'ai répondu clairement à la question. Je pense, ouais, je pense. Et du coup, il y a la dernière partie, c'est à ce moment-là, quand je suis freelance, comment je peux faire pour étendre mon réseau, me faire connaître et avoir de meilleures opportunités, des missions encore plus intéressantes qui matchent encore plus avec mon profil et mon expérience? Bah, encore une fois, c'est vraiment, il faut prendre ça comme c'est un cercle vertueux. Hein. C'est une réponse facile et bateau. J'enfonce des portes ouvertes, mais j'en reviens aux bases. La base, c'est encore une fois de construire un parcours qui inspire la confiance. Ça, c'est super important. Qui du coup va vous permettre également de construire un réseau solide, un réseau de collègues, donc de freelance ou de collègues tout simplement, qu'ils soient CDI, salariés de SN, peu importe,
des managers pour qui vous aurez travaillé, des entreprises qui derrière vont vous recommander, donc des partenaires qui vont vous proposer des missions, les missions que vous souhaitez parce qu'ils ont bien compris qui vous étiez et parce que vous avez déjà délivré à un autre moment pour eux. Enfin bref, donc il faut investir du temps dans le choix, dans la définition de ce réseau. Donc soigner ses clients, ses collègues, ses managers, et notamment quand on quitte un client pour peut-être en rejoindre un autre. Voilà, parce que c'est ça aussi la vie d'un freelance, hein, c'est parfois quitter une mission parce qu'on a une super opportunité par ailleurs. Ça peut donner du sens. Il ne s'agit pas de ne jamais partir, hein, mais ça peut donner du sens à son parcours. Mais les choses peuvent se faire voilà, très bien. Et donc, il faut surtout garder de très bonnes relations avec tout le monde. Et voilà, se construire un réseau de confiance, un réseau solide qui va vous recommander et qui permet de construire un parcours qui a du sens, un parcours qui donne envie. Quand on ouvre un site, on se dit ok, voilà, j'ai envie de rencontrer cette personne-là. Et du coup, moi j'ai une question, et après on répondra à celle de Sandrine. Mais est-ce que la recommandation, tu sais, sur LinkedIn, le petit mot laissé ou la valorisation des compétences par le client avant de partir ou en cours de mission, est-ce que c'est un truc qui était à la mode et mais voilà, qui l'est plus et personne ne le regarde, ou est-ce que malgré tout, dans certains cas, ça fait la différence? Alors, les recommandations, ça dépend. En fait, il y a recommandations et recommandations. Nous, on opère souvent des prises de référence chez Freelance République. Effectivement, on va interroger le manager du freelance en fin de mission pour voilà, prendre un retour, savoir comment ça s'est passé, des impressions, etc. Qu'on va utiliser potentiellement pour le proposer à d'autres clients. Effectivement, ça a de la valeur. Okay. Ça a de la valeur. Après, c'est toujours pareil. Le problème des systèmes de recommandation, c'est que souvent, c'est les pairs, c'est les copains, les copines qui vous laissent des recos, qui disent à quel point vous êtes super. Bon, voilà, ça, évidemment, ça a moins de poids dans la qualité du profil, mais on va dire que c'est malgré tout, ça montre qu'on a un réseau solide et des gens qui apprécient votre boulot, la collaboration avec vous. Donc, faut pas le négliger, c'est toujours intéressant. Ok. Et du coup, on avait une question de Sandrine et l'heure tourne, donc n'hésitez pas à nous laisser vos questions. Là, je pense qu'on va commencer à y répondre à la volée. On a Sandrine qui nous demande que, au regard de ta présentation et de l'animation de la communauté des freelances par vos recruteurs, quelle est la place aujourd'hui chez Freelance République des profils de freelance junior? Et plus généralement, quel est le marché du travail pour les juniors en ce moment? Ça, c'est une question à tiroir. C'est une question à tiroir. Il y a plein de choses à en dire. La question est super intéressante. Il y a beaucoup de choses à en dire, des positives et puis des trucs qui chafouinent un peu aussi. Il y a globalement un marché qui est ultra porteur pour les freelances, mais parce qu'il est ultra porteur globalement, c'est le marché de l'informatique et de la prestation informatique qui reste très porteur, même si depuis un an, un peu plus d'un an même, depuis déjà fin 2022, voilà, on est dans une période qui est moins euphorique que la période post-Covid, où après 6 mois ou un an de mise à l'arrêt, ça s'est emballé pendant un an et demi, ça a été la folie. Donc là, c'est un peu plus calme. Mais ceci dit, encore une fois, je l'ai dit en introduction, ça reste extrêmement porteur et on est toujours sur un marché pénurique où on manque de ressources. Et donc, sur un marché où on manque de ressources, les freelances qui sont de plus en plus nombreux, qui constituent aujourd'hui entre 15 et 20% de la population de prestataires IT en France, forcément, il y a peu de clients aujourd'hui qui peuvent se passer de 15 à 20% des ressources sur un marché pénurique. Il y en a toujours qui s'en passent, c'est un des sujets, et ça c'est ce que je dis depuis le début, c'est pour ça qu'il faut vraiment soigner son image, que chacun à titre perso ait bien conscience de ça, pour que ça puisse rejaillir positivement sur toute la communauté de freelance. Donc le marché pour les freelances est porteur, et puisqu'il est porteur, il est porteur pour tout le monde, y compris pour des juniors. Mais c'est vrai que on va dire que historiquement, les freelances étaient les seniors avant.
Dans l'ancien monde, les freelances étaient des seniors, c'est-à-dire dans un monde où ils étaient beaucoup moins accompagnés. Eh bien, il y a 10 ans, quand on s'est lancé, un freelance, c'était un senior qui avait une vraie expertise, qui savait la faire valoir, qui avait du réseau, qui pouvait trouver par lui-même des missions et qui pouvait assumer son quotidien de freelance, d'indep, gérer sa compta, bref. Aujourd'hui, les freelances sont bordés. Ils sont bordés sur tous les sujets de leur quotidien. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus facile de se lancer. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment pas un étudiant en école d'ingé qui n'est pas déjà freelance. Donc, la donne a vraiment radicalement changé. Et donc, c'est vrai que la question est pertinente parce qu'il y a un vrai sujet. Pour les jeunes qui se lancent et qui veulent tout de suite se lancer dans le freelancing, quel est l'état du marché? Ben forcément, c'est un petit peu plus compliqué parce que toutes les boîtes n'ont pas la capacité à accueillir des freelances et parfois à payer le prix fort pour des freelances parce qu'ils ont cette réputation-là, mais ce n'est pas qu'une réputation. Parfois, globalement, un freelance coûte plus cher qu'un jeune salarié de ESN, qu'un junior en ESN ou qu'une jeune embauche. Et souvent, quand on paye le prix pour un freelance, on achète un certain niveau d'expérience et en tout cas une capacité à rapidement être productif sur un projet. Donc des entreprises qui accueillent des jeunes en sachant qu'il va falloir les onboarder, les former, les faire monter en compétences, bah effectivement, tout le monde n'a pas cette capacité-là. Donc il y en a beaucoup qui misent sur de jeunes freelances, mais ce n'est pas 100% du marché. Donc effectivement, il y a un véritable enjeu pour les jeunes freelances. On va dire qu'ils sont plus que d'autres ils sont plus que d'autres, on va dire, directement impactés par l'image globale que peut avoir le marché des freelances. Est-ce que les freelances, est-ce que si j'ai un freelance, est-ce que les freelances sont fiables? Est-ce que je peux leur faire confiance? Est-ce que je peux miser durablement sur eux? Voilà. Pour le coup, les jeunes dont on sait qu'ils ont moins d'expérience, qu'il va falloir passer un peu de temps avec eux pour les faire monter en compétences, bah, ils sont plus, on va dire, impactés par cela. Et ensuite, ben oui, effectivement, encore une fois, les jeunes vont plutôt intéresser des boîtes qui ont des équipes bien structurées, qui vont pouvoir les accueillir pour les faire monter en compétences. Là encore, j'ai répondu à la question. Ouais, n'hésitez pas à nous laisser encore vos questions, on va y répondre. Et du coup, j'ai quand même l'impression, là, quand tu nous dis ça, que il y a un peu ce qu'il y avait je sais pas, il y a 10, 15 ou 20 ans, ou peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui. Quand tu cherches ton premier CDI, on te dit, ah bah oui, mais en fait, tu manques d'expérience, donc c'est compliqué, etc. J'ai l'impression que c'est un peu le cas pour les freelances juniors. On leur dit, bah oui, mais en fait, là, nous, on cherche quelqu'un voilà, qui peut démarrer rapidement et qui est autonome, etc., qui va pouvoir délivrer rapidement. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces jeunes freelances qui démarrent, typiquement, comment bien réussir, je sais pas, sa première mission ou comment trouver son premier client? Bah, je vais donner encore une fois, les freelances, les jeunes freelances tous les freelances en général sont bordés. Vous avez les partenaires et vous pouvez trouver les bons partenaires sur tous les sujets de votre quotidien et notamment évidemment pour trouver les missions. Et ce que je dirais, au risque de me répéter d'une autre manière, mais je vais le formuler d'une façon différente, mais on va dire que le marché est naturellement victime de son développement, de son essor. C'est ce qui se passe toujours, hein, donc c'est pas une surprise sur ce marché-là du freelancing. Mais le freelancing a connu une véritable explosion, et notamment dans l'IT depuis 10 ans. Et donc évidemment, quand ça arrive, un tel phénomène, bah, il y a toujours des excès. Et à un moment donné, le marché se régule un peu. On est peut-être un peu à ce stade-là. Et effectivement, moi je dirais à tous les jeunes qui se lancent dans le freelancing, notamment dans l'IT, le marché est porteur, il y a plein d'opportunités à saisir. On peut se lancer directement en freelance en sortant de l'école, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et il faut le faire pour les bonnes raisons et avec une optique long terme. Encore une fois, un profil, un parcours, ça se construit et il ne faut pas se dire je me lance en freelance parce que je vais pouvoir gagner 2 fois mieux ma vie, je vais pouvoir facturer des gros TJ. Ça marche de moins en moins. Encore une fois, quand un client investit son budget dans des ressources, des compétences IT, eh ben, il va effectivement peut-être plus regarder sur quoi ou sur qui il investit.
Et il suffit plus aujourd'hui de bosser dans l'IT, quel que soit son statut. Un jeune freelance qui sort de l'école peut pas, je sais pas, il y a 4 ou 5 ans, quand React est devenu le framework de référence sur le marché, des jeunes qui sortaient de l'école avec 6 mois de stage se vendaient super cher. Et dès, évidemment, qu'il y a eu un peu plus de monde sur le marché, ça s'est un peu retourné contre eux. En tout cas, c'est devenu plus compliqué. Donc, je dirais qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut pas faire du TJM l'alpha et l'oméga du freelancing. Il faut privilégier les belles missions, privilégier l'image qu'on laisse à ses clients. Quand on est jeune freelance, il faut pas se dire je me lance en freelance parce que je vais gagner un max. Non, il faut faire ce que tout le monde est censé faire d'abord, c'est-à-dire construire un parcours solide, choisir les bonnes missions, laisser une trace hyper positive chez ses clients. Et c'est tout ça qui fait qu'après, on va pouvoir naturellement le rentabiliser, facturer des beaux TJM et effectivement bien gagner sa vie grâce à tout ce qu'on aura construit avant. Mais ça passe d'abord par ça. Il faut d'abord proposer ses services, même parfois dans des conditions qui peuvent être un peu dégradées. Voilà, c'est pas grave. Je pense que c'est un investissement au départ. On construit son parcours, on donne confiance à des clients, on choisit d'abord une mission, une équipe, une entreprise. Et puis quand on fait tout ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, eh bien à la fin, naturellement, on attire les clients les plus attractifs, les plus belles missions, au meilleur TJM. Ça se fait naturellement, mais ça se fait dans la durée. Et ça doit se faire dans ce sens-là. Voilà mon conseil. Eh bien, écoute, merci beaucoup Vincent pour tous tes conseils. N'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Là, vous pouvez retrouver du coup les coordonnées de Vincent et de Freelance République. Et donc Vincent vous le disait, les freelances sont bordés et accompagnés de toutes parts par plein d'acteurs. Et du coup, Indie accompagne énormément de freelances. Et donc avec le partenariat qu'on a avec Freelance République, vous pouvez bénéficier de 4 mois offerts sans engagement avec Indie. L'idée, c'est que ça vous permette de tester, de faire votre première clôture comptable seul, pris par la main avec Indie, et vous rendre compte à quel point c'est magique et ça fonctionne bien, puisqu'il n'y a pas la peine d'être un expert pour faire sa comptabilité seul. On y arrive très bien, très facilement. Et avant de terminer, il y a une dernière question de Amel qui nous demande quels sont selon nous, les meilleurs leviers ou du moins les meilleurs partenaires pour trouver ses premières missions en tant que freelance tech, notamment dans un domaine compétitif. Et il a dit, je reprends l'exemple du développeur React. Pas le meilleur, évidemment, c'est Freelance République. C'est ça. Évidemment. Non, mais je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, ce qui est important, c'est de trouver les bons partenaires. Il y en a plein qui travaillent bien, ou en tous les cas, qui vont bien travailler pour vous, soit parce que ils sont vraiment spécialisés dans le dev, soit pour je ne sais quelle raison, ou simplement parce que ils savent passer du temps avec leur communauté pour comprendre qui ils sont et soigner ensuite la proposition de mission. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire chez Freelance République. On adresse tous les métiers de l'IT, mais on fait vraiment du sur-mesure et pour nos clients et pour les freelances de notre réseau. Donc, on n'est pas les seuls. Je vais pas citer mes compétiteurs, mais il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Je pense que quand on est freelance, dans sa roadmap, on se fixe l'objectif de rencontrer quelques partenaires potentiels et d'identifier parmi eux les meilleurs. Faites-le. Si vous en avez 2 ou 3 qui sont fiables, avec lesquels vous avez des bonnes relations, en qui vous avez confiance, c'est déjà très bien. Et a priori, encore une fois, on est sur un marché porteur. Nous vous trouverons à un moment donné les bonnes missions. Et ça sera parfois nous, parfois un autre, à nouveau nous. Voilà, je ne peux pas donner de meilleurs conseils. Ok. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre participation et votre présence aujourd'hui. On vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Freelance République et à solliciter Vincent et ses équipes. Pareil pour Indie. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un nouveau webinar et des nouvelles actions. Merci à tous. Merci Benjamin et merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde.